Le président américain Donald Trump maintient les négociations à Oman pour dimanche. Un 6e cycle est prévu à Mascate en principe. L'Iran, on ne sait pas s'ils vont participer ou pas, mais c'est toujours la méthode de Donald Trump. Oui. On voit mal comment ces négociations peuvent se tenir. Bien sûr. Ce qui importe à Donald Trump, c'est de dire, vous voyez, moi je les propose, je les maintiens, contre toute évidemment vraisemblance. La méthode quand même est assez navrante parce que elle fait des dupes, c'est clair. Elle fait des dupes et en même temps tout est tellement cousu de fil blanc. Regardez bien, Trump qui est obsédé par l'idée de passer pour un homme de paix. Homme de paix, ça n'empêche que quand il faut faire donner l'armée à Los Angeles, il l'a fait donner, avec le risque que ça comprend, qu'il parle du Groenland en disant s'il le faut, on mettra des Marines. Et, en l'occurrence, il dit à propos de l'Iran, ça serait mieux qu'on se débrouille sans conflit. Mais enfin, s'il faut un conflit, je ne rechignerai pas. Et pour le régime iranien, c'est une humiliation ce matin. Bien sûr, mais justement, dans l'idée de Trump, il espère, et au fond, le malheur, c'est que ça a fonctionné jusqu'à présent. Il espère que cette méthode forte, au fond, clarifie les choses et que, d'une certaine manière, les principaux protagonistes de la région s'ordonnent très clairement entre ceux qui acceptent la méthode Trump et ceux qui ne l'acceptent pas. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Regardez l'Ukraine. Regardez l'Ukraine, ça ne marche pas. Et Donald Trump va au-devant d'échecs. Mais la position là, vis-à-vis d'Israël, est assez classique, c'est de dire Israël fait ce qu'il veut, n'empêche qu'Israël ne peut pas, surtout avec une technicité pareille, mener une opération sans avoir le feu vert. Le feu vert et l'aide très concrète de Washington. Et le tour de passe-passe, si j'ose dire, consiste à dire « Ah mais non, c'est pas nous, c'est eux ». Et de toute manière, on peut même penser que, si vous voulez, quand Donald Trump est allé dans la région et qu'il a en quelque sorte snobé Netanyahou, pourquoi ça ne serait pas une organisation, une fausse brouille? Vous voyez ce que je veux dire? C'est habile de générer des doutes chez ceux en face desquels on se trouve, quitte à jouer sur l'un ou l'autre, mais fondamentalement, ce qui est en train de se passer, et surtout ce qui est de l'ordre de la fantasmagorie de Netanyahou, c'est quelque chose qui convient à Trump, même s'il n'y comprend pas grand-chose. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus séduisant pour Trump que si on avait un dirigeant israélien qui se cassait la tête à essayer de trouver des solutions démocratiques. Ça n'intéresse pas Trump. Il y a là quelque chose d'un engagement idéologique qui est profond. On dit Trump est imprévisible. Non, Trump a une cohérence idéologique. Il est de droite. Et c'est pas un hasard si il s'entend avec des gens de droite et de la droite dure. Seulement, après, il y a des chemins sinueux parfois. Mais la position américaine est faite pour servir Trump, pour servir ce en quoi croit Trump, mais quitte à ce que ça prenne des chemins de traverse. Et du coup, c'est très facile aussi pour Netanyahou, qui a été surpris, souvenez-vous, j'en terminerai là, qui a été surpris quand Trump a dit « Nous avons repris langue, nous allons reprendre langue avec les Iraniens ». C'était une couleuvre pour Netanyahou à avaler. Eh ben, du coup, il fait un contre-coup. Et ben voilà, mais du coup, Netanyahou fonce dans la voie qu'il estime être la bonne, fait semblant au passage de s'affranchir des Américains, ce qui est impossible, et le monde, ce petit monde-là, se retrouve sur des objectifs finaux. Et l'idée, par exemple, qu'il ne peut pas y avoir d'État palestinien, c'est non seulement Netanyahou qui a cette obsession en tête depuis très longtemps, mais Trump aussi. Souvenez-vous de ce que son gendre Jared Kushner avait essayé de faire avec les revendications palestiniennes durant le premier mandat de Trump, c'était de faire de la Cisjordanie une zone commerciale, en enterrant complètement le projet politique ou les projets politiques palestiniens. Voilà, là il y a une cohérence. Maintenant, c'est la nouvelle Riviera à Gaza. Oui, alors, bien sûr, ce qui est en plus, c'est plus que risible, c'est une insulte. Parce que la Riviera à Gaza, elle se construit sur des monceaux de cadavres. Donc là, il faut avoir aussi quelque chose de bien fêlé dans la tête pour avoir des idées pareilles. Adel Bakawan, vous êtes chercheur et spécialiste du Moyen-Orient, chercheur associé programme Turquie-Moyen-Orient à l'IFRI, et vous êtes auteur du dernier ouvrage « La décomposition du Moyen-Orient » aux éditions Talendier. L'Iran
ces derniers temps, a perdu beaucoup d'alliés dans la région. Il y a le Hezbollah au Liban, qui a été en partie décapité. En tout cas, c'était ses principaux chefs. Le Hamas. C'est un changement quand même radical là, qui est en train de se passer pour l'Iran. Est-ce que vous pensez que le régime peut tenir ? Très bonne question. Le 7 octobre, si on peut parler des gagnants et des perdants, le premier perdant n'est pas le Hamas. Le Hamas est un mouvement politico-militaire mineur à l'échelle moyen-orientale. Mais le plus grand perdant, c'est l'Iran. Une grande puissance moyen-orientale qui gérait non seulement la République islamique d'Iran, mais aussi l'Irak, un pays arabe à 46 millions d'habitants. Le Liban, avec des frontières avec Israël, la Syrie, surtout la Syrie de Bachar al-Assad, le Yémen des Houthis. Hein. Autrement dit, l'Iran des ayatollahs avait la main lourde sur 4 capitales arabes. Donc l'Iran était très très fort avec son ordre milicien avant le 7 octobre. Mais le 7 octobre a mis à terre l'axe de la résistance. Et l'ordre milicien. L'Iran avait des alliés un peu partout dans ce Proche-Orient. Mais désormais, depuis le 7 octobre, l'Iran est seul. Seul, il n'y a aucun pays, aucun État, aucune puissance, ni au Moyen-Orient. Vous avez cité la déclaration d'Arabie Saoudite. C'est très, très habile, c'est très diplomatique, c'est très gentil. Mais on se protège de quoi? On se protège d'une riposte iranienne contre l'Arabie Saoudite. C'est très bien. Mais au-delà de cette déclaration, est-ce que l'Arabie Saoudite va intervenir? Non. Mais que va faire l'Arabie Saoudite? Parce qu'ils doivent être contents, pas mécontents en tout cas de la faiblesse. On regarde, c'est très bien. Mais ils ne peuvent pas se permettre que ça aille trop loin quand même. De toute façon, l'Arabie Saoudite n'a rien à perdre dans cette conflictualité. L'Iran, depuis toujours, un adversaire, pour ne pas dire un ennemi de l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas? Là, il est il est dans ses profondeurs d'affaiblissement. Israël, qui refuse à négocier avec l'Arabie Saoudite par rapport à ses revendications, un affaiblissement d'Israël dans cette conflictualité n'est absolument pas contre les intérêts d'Arabie Saoudite. Autrement dit, Mohammed Ben Salman, grâce à sa révision de tout ce qui n'a pas fonctionné, comme j'explique en détail dans mon livre mentionné par vous, grâce à cette révision-là, il a adopté un autre paradigme, une autre vision du monde. C'est que l'Arabie Saoudite, avec zéro problème avec les voisins, avec les puissances, la Chine, la Russie, l'Iran, etc. La Chine avait justement œuvré à une médiation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Vous dites que ce n'est plus d'actualité ? Enfin, si, c'est toujours de l'actualité. Pourquoi? Parce que grâce à cette médiation, grâce à cet accord signé le 10 mars 2023 à Pékin, l'Arabie Saoudite a normalisé ses relations avec l'Iran. Alors, vous savez, auparavant, en 2019, en 2021, l'Arabie Saoudite a été attaquée par les proxys, n'est-ce pas? Désormais, depuis cette normalisation, l'Arabie Saoudite est en paix avec la République islamique d'Iran. Et donc, tout ça pour dire... Hélas, pour les Iraniens, pour le régime iranien, là aussi, il faut faire la distinction. Sur ma tâche, je parlais avec les Iraniens qui disaient « Mais M. Bakan, on sait qu'aujourd'hui, vous allez passer à la télé, plusieurs télévisions. S'il vous plaît, dites que nous, le peuple iranien, nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe là. Hein. C'est le régime qui est en guerre contre Israël. C'est le régime qui est en guerre contre le monde. Autrement dit, le régime n'a jamais été aussi seul dans le monde. » Mais les Iraniens, est-ce que ça ne va pas les souder justement derrière le régime iranien? Est-ce que ça n'aide pas le régime à se maintenir? Non. Les diplomates iraniens sont très très clairs avec qui je discute régulièrement. Et ils me disent clairement qu'ils sont tout à fait conscients qu'il y a à peu près le maximum possible 20 à 25% de la population derrière eux, avec eux. Hein. Et ils savent très bien que la majorité absolue de la population iranienne ne partage pas la vision du régime islamique. Numéro 1. Numéro 2, il compte sur ces 25%. Mais je pense que le contexte est tellement délicat et tellement complexe, même les 25% ne vont pas descendre dans la rue.